Donc, ça vient de débuter, il est 14 heures, donc on sait que les participants vont arriver au fur et à mesure, mais on vient quand même se présenter. Donc, Madame Lequéré, Clémence de l'ADIL 35 et ma collègue. Et moi, je suis Jessica de l'ADIL 68. Donc, on attend, oui, ça augmente vite. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de webinaire de la semaine de la copropriété. Cette semaine de la copropriété est organisée par le réseau des ADIL. Et cet après-midi, avec Jessica, nous chercherons à comprendre quels sont les enjeux de la rénovation énergétique dans une copropriété. Donc, comme je le disais, Madame Lequéré et Madame Acha, donc Jessica de l'ADIL 68 et ici ADIL 35, nous sommes là pour vous présenter 3 sujets. Donc, le premier sujet, c'est un état des lieux des évolutions réglementaires dans le cadre de la rénovation énergétique. Ensuite, nous nous attellerons à séquencer les étapes d'une rénovation réussie pour ensuite vous parler des financements possibles. Ces points seront abordés sous un format de questions-réponses. Et ensuite, on passera un temps d'échange d'une quinzaine de minutes qui sera consacré à répondre à vos questions. Ces questions, vous pouvez les envoyer sur le chat. Donc ici, c'est en bas de votre écran et ça s'appelle Q&R, questions et réponses. Et je tiens à rappeler que on va s'atteler ici à répondre en deuxième partie aux notions générales et pour toutes les questions d'ordre de cas particulier, on vous invite à vous rapprocher de votre ADIL la plus proche de chez vous. Et si jamais vous ne savez pas laquelle c'est, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.anil où vous allez sur la rubrique Votre ADIL et là, vous pourrez trouver l'ADIL la plus proche de chez vous. Je laisse donc la parole à Jessica. Merci beaucoup Clémence. Donc bonjour à tous, donc je suis Jessica, je suis chargée de mission copropriété au sein de la ville du Haut-Rhin. Donc on va d'abord ensemble regarder un premier thème qui est assez théorique. Donc nous allons définir d'abord ce que sont des travaux d'économie d'énergie pour ensuite parler des outils qui permettent la réflexion d'un projet de rénovation énergétique. Et alors, qu'est-ce que des travaux d'économie d'énergie ? Alors, des travaux d'économie d'énergie sont des travaux qui permettent de réduire la consommation énergétique d'un immeuble. Ils peuvent être réalisés sur les parties communes de la copropriété, donc on parle de la toiture, des murs par exemple, ainsi que sur les parties privatives, les fenêtres par exemple des appartements des copropriétaires, pour les travaux d'intérêt collectif à la demande du syndicat. De son côté, un copropriétaire peut effectuer des travaux d'économie d'énergie dans son logement sans l'accord de la copropriété dès lors que ces travaux n'affectent pas les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Quels sont les outils au service de la copropriété pour des travaux de rénovation énergétique ? Alors, afin d'anticiper le besoin de travaux et de favoriser les rénovations globales énergétiques, plutôt que des travaux au coup par coup, un certain nombre de diagnostics sont disponibles pour la copropriété. Donc, il s'agit d'abord du diagnostic de performance énergétique, de l'audit énergétique et enfin du diagnostic technique global. D'accord, mais est-ce que ces diagnostics sont obligatoires ? Alors en effet, dans certains cas, ces diagnostics sont obligatoires. Par exemple, pour le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, celui-ci s'adresse pour les copropriétés qui ont moins de 50 lots et qui sont équipés d'une installation de chauffage collectif ou une climatisation collective, pardon. Pour l'audit énergétique, là, on parle des copropriétés qui ont plus de 50 lots et qui sont également équipés d'une installation de chauffage collectif ou d'une climatisation collective. Et ensuite, le DTG, par contre, lui, c'est pour toutes les copropriétés de plus de 10 ans. Voilà. Ok. Sans distinction de l'eau. Ok. Et est-ce qu'il faut voter ces diagnostics en assemblée générale ? Effectivement, il faut forcément le mettre à l'ordre du jour, donc c'est le syndic qui le fait. Il faut ensuite le voter à l'article 24, donc c'est la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents et représentés. Donc c'était une majorité assez simple. À quoi servent ces différents diagnostics ? Alors, on a le DPE et l'audit qui sont assez ressemblants et qui sont définis seulement par le nombre de lots. Donc, le DPE, pour les copropriétés de moins de 50 lots, c'est un document qui va comporter des explications détaillées sur le calcul des consommations d'énergie et mentionner également les hypothèses de travail possibles. On parle aussi d'amélioration poste par poste. On a ensuite l'audit qui est un peu plus important, et là, on parle des copropriétés supérieures à 50 lots.
là, on a des préconisations et des propositions de travaux avec plusieurs scénarios de rénovation énergétique. Enfin, le DTG, donc, comme je le rappelle, qui concerne toutes les copropriétés de plus de 10 ans, doit comporter la liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, notamment ceux qui pourraient être menés au cours des 10 prochaines années, ainsi qu'une évaluation sommaire de leur coût. En fait, ces documents permettent vraiment d'avoir une réflexion sur ce qu'il y a à faire, donc il y a une première étape en sachant ce qui pourrait être vraiment préconisé pour des travaux de rénovation. On part de là pour réfléchir ensuite à sa copropriété, aux travaux qu'il va falloir mener au cours des prochaines années. Quel est le contenu du DTG? Alors, le DTG contient des informations essentielles relatives au bâti de la copropriété. Donc, on analyse l'état apparent des parties communes et des équipements communs, état de la situation du syndicat au regard des obligations légales et réglementaires contenues dans le Code de la construction et de l'habitation, l'analyse des améliorations possibles en termes de gestion technique et patrimoniale, ainsi que le diagnostic de performance énergétique ou l'audit énergétique dont nous avons parlé. Donc, on voit bien que ce DTG va faire un point sur le bâti en tant que tel, donc préconiser des travaux de rénovation, mais également des travaux, s'il le faut, plus simples de structure et d'entretien de la copropriété. Ce DTG doit comporter la liste des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, notamment donc ceux qui pourraient être menés au cours des 10 prochaines années, ainsi qu'une évaluation des coûts de ces travaux. Quelle est la conséquence du DTG sur l'obligation en matière de fonds de travaux? Alors, si le DTG a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les 10 prochaines années, le syndicat est dispensé de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de la validité du diagnostic. Et que change la loi climat et résilience du 22 août 2021? Alors, la loi climat et résilience prévoit de modifier progressivement les conditions de réalisation des DPE collectifs et des audits énergétiques. Donc, on avait vu avant qu'il y avait une distinction entre les deux suivant le nombre de lots de copropriété. Avec cette loi, la distinction va être supprimée. Et donc, cette obligation entrera en vigueur suivant un calendrier spécifique, donc à partir du 1er janvier 2024 pour les copropriétés de plus de 200 lots, 1er janvier 2025 pour les copropriétés entre 50 et 200 lots, et enfin 1er janvier 2026 pour les copropriétés de plus de 50 lots. Hors métropole, cette obligation démarra au 1er janvier 2028. Donc, cette loi prévoit donc de permettre de plus distinguer entre l'audit et le DPE. On aura un audit. Et également, cette loi prévoit une obligation pour tout immeuble relevant du statut de la copropriété de plus de 15 ans de faire élaborer et de soumettre à l'Assemblée générale un projet de plan pluriannuel de travaux et de le faire réviser tous les 10 ans. Et quel est l'objectif de ce PPT? Alors, son objectif est de favoriser l'entretien, les investissements et de faciliter la réalisation de travaux en rénovation énergétique dans les immeubles en copropriété. Ce projet doit permettre à chaque copropriété de disposer d'un outil unique répertoriant les travaux à réaliser et les opportunités énergétiques à mettre en œuvre, avec leurs coûts, leur urgence et leur performance. Y a-t-il des exceptions dans ce cadre? Effectivement, les copropriétés qui disposent d'un diagnostic technique global, ne faisant apparaître aucun besoin de travaux sur les 10 années suivant son élaboration, sont dispensées. Et que doit contenir un projet de plan pluriannuel de travaux, un PPT en copropriété? Alors, ce plan pluriannuel de travaux devra être actualisé tous les 10 ans et comprendra, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble, ainsi que de l'éventuel DPE ou DTG d'État déjà réalisés, donc une liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, ainsi qu'à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Également, une estimation du niveau de performance énergétique que ces travaux permettraient d'atteindre, une estimation sommaire du coût des travaux et une proposition d'échéancier des travaux dont la réalisation apparaît dans les 10 prochaines années. Donc, ce projet permet de réfléchir aux travaux donc, de structure et de rénovation énergétique, donc des travaux dans leur globalité. Quel est le rôle du syndic vis-à-vis de ce PPPT? Alors, le syndic doit inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée générale les modalités de réalisation de ce projet. Les conditions d'établissement du projet sont votées à la majorité des voix exprimées, donc l'article 24. Le projet est ensuite présenté à la première assemblée qui suit sa réalisation ou sa révision.
Lorsqu'il fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux dans les 10 prochaines années, le syndic inscrit à l'ordre du jour de cette Assemblée générale la question de l'adoption de toute ou partie du projet du plan pluriannuel de travaux, soumise à la majorité, cette fois de tous les copropriétaires, donc l'article 25. Au regard des décisions prises par l'Assemblée générale, le syndic inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée appelée à approuver les comptes, donc soit la question de l'adoption de toute ou partie du projet, s'il n'a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l'échéancier du plan pluriannuel de travaux précédemment adopté. Bien, merci beaucoup, Jessica. Peut-être autre chose à rajouter? Non? Donc, on voit vraiment que le législateur a mis en place vraiment des diagnostics obligatoires pour inciter les copropriétaires à avoir une réflexion sur leur bâti, mais une réflexion pas forcément que sur la rénovation énergétique, une réflexion sur les travaux en globalité au niveau de la structure, au niveau de l'entretien de l'immeuble, mais on peut voir que ces diagnostics permettent vraiment de faire un point sur la copro et ensuite de réfléchir à ce qui pourrait se faire au mieux au niveau notamment de la performance énergétique. Merci beaucoup. En effet, c'est des éléments très importants pour mieux comprendre aussi les bases et la philosophie de ces textes de loi qui viennent donner des outils supplémentaires et qui rendent obligatoires certains diagnostics et le plan pluriannuel de travaux. L'idée, c'est d'anticiper et de phaser les travaux. Maintenant, après avoir vu les différentes étapes, les différents diagnostics et évoquer le plan pluriannuel de travaux, nous allons nous intéresser aux différentes étapes d'une rénovation énergétique sur une copropriété. Donc, si une copropriété décide de faire un projet de rénovation énergétique, comment s'organise ce projet? Alors, ce projet, souvent, est organisé en 3 grandes étapes. La première étape va être la phase diagnostic, dont tu as parlé tout à l'heure, assez longuement. Donc, on va essayer de voir lequel diagnostic est le plus intéressant sur la copropriété. L'idée dans cette phase de diagnostic, ça va être que les copropriétaires les plus investis, donc ça peut être les membres du conseil syndical, mais aussi d'autres membres, d'autres copropriétaires qui souhaitent travailler sur un projet de travaux. Donc, ces copropriétaires les plus investis se réunissent pour préparer leur projet de rénovation et en définir les contours. Lorsqu'ils commencent à avoir une idée globale de leurs souhaits, ils consultent ensuite les bureaux d'études dans le but de réaliser un audit global. Puis, lorsque un bureau d'études est choisi, les copropriétaires vont soumettre la réalisation d'un audit global à l'Assemblée générale. Ça, c'est la première phase. Donc, l'audit et on le met au vote à l'Assemblée générale. Ensuite, le bureau d'études thermiques, le BET, va réaliser cet audit. Une restitution de cet audit est faite d'abord souvent à une petite cellule, le conseil syndical souvent, puis à l'ensemble des copropriétaires en assemblée générale. Ça, c'est la première phase. On pose les choses, on fait un état des lieux sur la copropriété telle qu'elle est aujourd'hui, pour savoir vers quoi on va. Ensuite, on va aller sur la deuxième phase, qui est la phase conception. Donc maintenant qu'on connaît bien l'état de la copropriété, on a une vision plus détaillée des travaux à réaliser et on va pouvoir travailler, donc souvent c'est les copropriétaires qui sont à l'initiative de ce projet, qui vont travailler ensemble pour voir ce qu'ils souhaitent mettre en place par rapport à ce qu'a relevé l'audit global. Donc ils vont consulter les maîtres d'œuvre. Lorsque les maîtres d'œuvre ont été consultés et que les copropriétaires ont présélectionné 1 ou 2 maîtres d'œuvre, ils soumettent leur mission en assemblée générale toujours. Dès lors que le maître d'œuvre est mandaté, si l'Assemblée générale a voté pour une mission de conception de maîtrise d'œuvre, dans ces cas-là, le maître d'œuvre va ensuite procéder à la conception du projet, c'est-à-dire à l'élaboration d'un cahier des charges pour réaliser un appel d'offres aux entreprises qui ensuite vont répondre sur les différents lots de travaux à réaliser. Ici, on peut voir que c'est un temps, alors comme ça paraît assez court et assez facile, mais c'est un temps qui est relativement long parce qu'il y a souvent des allers-retours entre les premières idées et les premiers souhaits des copropriétaires et puis le retour technique et pratique. Puis, il y a beaucoup d'allers-retours entre les possibilités, les souhaits et puis après, au vu des enveloppes prédéfinies de travaux, on va aller plus sur tel ou tel projet, etc. Donc, c'est un temps relativement long. Notamment entre les copropriétaires investis. Donc, c'est là où on voit tout un travail de fond, le syndic et le maître d'œuvre. Donc, ça, c'est le gros travail. Ensuite, une fois que le cahier des charges une fois que vraiment la demande est établie,
par les copropriétaires. Le maître d'œuvre va transformer en fait cette demande en un cahier des charges pour les entreprises. Une fois que les entreprises ont répondu, et là aussi on voit bien qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué parce que les entreprises ont un planning très très chargé. Donc l'idée pour le maître d'œuvre, ça va être d'avoir plusieurs entreprises qui vont répondre aux différents lots, ce qui n'est pas toujours évident, notamment en ce moment. Donc une fois qu'il a des retours d'entreprise, le maître d'œuvre va analyser ses offres pour voir lesquelles sont les mieux disantes, et d'un point de vue financier et d'un point de vue aussi de technicité, etc. Donc, il retient les mieux disantes. L'idée, c'est qu'ensuite, le syndic va travailler sur un projet financier en établissant donc au global sur la copropriété le coût et ensuite les différentes quotes-parts afférentes à chaque copropriétaire. Une fois que tout ce travail-là est fait, le projet de travaux est soumis au vote en assemblée générale. Donc ça, c'est la grosse phase conception. Et enfin, on passe à la troisième phase, qui est la phase réalisation. Une fois que les travaux sont votés, les travaux peuvent commencer. Ok. Et qui assure le rôle de maîtrise d'ouvrage? Alors, la maîtrise d'ouvrage, c'est un rôle qui est assuré par la copropriété, ou l'ensemble des copropriétaires, qu'on appelle aussi le syndicat des copropriétaires. Le syndic, qu'il soit professionnel ou non professionnel, souvent on l'appelle bénévole, mais on dit maintenant non professionnel, est le représentant de la maîtrise d'ouvrage, donc des copropriétaires. Le syndic, mandaté par le syndicat des copropriétaires, est le responsable du bon entretien de l'immeuble. Il doit s'assurer le bon fonctionnement de la copropriété en mettant en application le règlement de copropriété et tient la comptabilité de cette instance. L'idée, c'est que le syndic assure la gestion administrative, technique et financière pour le compte du syndicat des copropriétaires. Son contrat peut varier de 1 à 3 ans. Et quels sont les acteurs majeurs du projet de rénovation énergétique? Alors, il y a plusieurs acteurs sur un projet de rénovation énergétique et c'est vrai que c'est un jeu d'acteurs assez important. D'abord, le conseil syndical. Donc, on a vu le conseil syndical, c'est les membres élus lors d'une assemblée générale ordinaire. C'est des membres de la copropriété. Ils vont être élus lors d'une assemblée générale ordinaire pour notamment asseoir leur légitimité dans leurs interventions à venir. Le rôle de ce conseil syndical, ça va être le contrôle, de contrôler et d'assister le syndic, et aussi en fait le rôle de lien, d'intermédiaire entre l'ensemble des copropriétaires et le gestionnaire, le syndic. Donc ça, c'est ce qu'on connaît communément le conseil syndical. Après, sur des projets d'ampleur de rénovation énergétique, par exemple, sur des plus ou moins grandes copropriétés, on peut avoir des commissions un peu spécifiques qu'on peut appeler commission travaux, mais ça peut avoir un tout autre terme ou rentrer aussi dans le cadre du conseil syndical. L'idée ici, ça va être de mobiliser des copropriétaires intéressés spécifiquement par ce projet de rénovation pour qu'ils puissent se greffer au projet. Le mieux, c'est que cette commission ou ce groupe de travail spécifique soit également créé lors d'une assemblée générale aussi pour permettre une certaine légitimité d'action. Donc ça, c'est les copropriétaires et leurs représentants, et on a le gestionnaire qui va représenter la maîtrise d'ouvrage, qui va consulter les bureaux d'études, organiser les votes en assemblée générale et aussi tout au long et des diagnostics et de la conception et enfin des travaux, d'assurer la gestion des fonds. Nous avons vu, tu nous as expliqué le rôle de la maîtrise d'ouvrage et maintenant, on aimerait bien savoir le rôle de la maîtrise d'œuvre. C'est bien différent. Oui, c'est bien différent et c'est bien de le préciser parce que souvent, on confond le terme maîtrise d'ouvrage. Donc, la maîtrise d'ouvrage, c'est celui qui donne le commandement, qui demande les choses, et le maître d'œuvre, c'est celui qui va faire les choses. Donc, le maître d'œuvre va assurer la conception ici et la conduite opérationnelle des travaux. Pour un maître d'œuvre sur un projet de rénovation énergétique doit avoir plusieurs compétences qui sont attendues. Donc, on va avoir notamment des architectes et aussi, par exemple, des économistes de la construction en fonction des projets. L'architecte, ça peut être intéressant et parfois nécessaire, obligatoire dans le cadre de certains territoires, notamment des secteurs sauvegardés, etc. Ou dès lors qu'on touche à un projet sur le visuel, l'esthétisme, ça c'est important. On peut avoir aussi des compétences au niveau de la thermique. Donc ça, on va avoir les bureaux d'études thermiques, souvent. Des compétences au niveau des fluides, notamment dès lors qu'on est en chauffage.
collectif, c'est important. Et on a aussi une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination, OPC. L'idée ici, ça va être d'organiser et d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les tâches élémentaires d'études et de travaux. On voit bien que toutes ces compétences ne peuvent pas être réunies en une seule personne ou pas même en une seule entité. Donc, l'idée, c'est que parfois, voire souvent, on a des groupements de maîtrise d'œuvre. Donc, c'est plusieurs entités qui viennent travailler ensemble sur un projet. Par rapport à la maîtrise d'œuvre, il faut distinguer deux missions. On a la première mission qui est celle de la conception. Donc, on va avoir la réalisation des études nécessaires pour la présentation de devis, de travaux, missions. L'idée ici, ça va être d'être sur l'élaboration du projet et aller ensuite jusqu'au vote des travaux. Ici, son coût est forfaitaire. Les différentes études qui peuvent être nécessaires dans le cadre de la conception, ça peut être par exemple le repérage amiante avant travaux, des diagnostics structurels, etc. Donc tout ça est défini lors de l'élaboration de la conception. C'est la première chose. Et ensuite, on a toute la partie travaux. Donc là, on est sur la conduite des travaux, le suivi des travaux. Et ici, le coût du maître d'œuvre va être variable, c'est un pourcentage sur le montant des travaux. Donc, bien faire la distinction maîtrise d'ouvrage, commanditaire, et maître d'œuvre, celui qui fait. Donc, en fait, le maître d'œuvre, c'est vraiment un chef d'orchestre du projet de rénovation énergétique. Oui. C'est quoi sa mission dans la phase travaux? Alors, la mission dans la phase travaux du maître d'œuvre, sa mission principale, c'est la coordination. Il ordonne, il pilote et il coordonne. OPC, ordonnancement, pilotage et coordination. Ça, c'est vraiment son rôle principal. En plus de ça, il va avoir la direction de l'exécution des contrats de travaux. Donc, c'est lui qui donne la direction pour les travaux. Il va être l'assistant à maîtrise d'ouvrage pour les opérations de réception. C'est lui qui va réceptionner tous les travaux. Donc, qui va être aussi dans le contrôle des travaux. Et la réalisation du dossier des ouvrages exécutés. Donc, c'est lui qui, à la fin de chaque ouvrage, va rédiger tout un dossier sur l'exécution des travaux. Le maître d'œuvre va également assurer le suivi, la coordination, c'est vraiment son gros rôle, des travaux réalisés par l'ensemble des artisans. Et comme on le voit sur des projets de rénovation énergétique, souvent, il y a beaucoup d'artisans qui viennent intervenir sur une copropriété. Il peut en plus, si c'est bien stipulé dans son cahier des charges, donc là c'est bien à la maîtrise d'ouvrage, donc souvent le conseil syndical, de le stipuler dans son cahier des charges, il peut également faire un suivi des consommations après travaux. Mais ça, c'est fonction du cahier des charges. Ok, merci beaucoup pour les explications. Est-ce qu'il y a un autre point à aborder concernant les étapes de cette rénovation énergétique ? Non, je pense qu'on a abordé les différentes étapes, donc les 3 grandes étapes, bien redéfini les différents grands rôles. Je pense que le point là important pour résumer et mettre en exergue, c'est l'importance du travail partenarial sur les projets de rénovation énergétique. Il faut vraiment que ce projet soit porté par les copropriétaires. En effet, les copropriétaires sont à l'initiative de ce projet. Et ils doivent continuer. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir soit un conseil syndical très mobilisé, et on sait bien que ça prend beaucoup de temps, que c'est pas évident, mais un conseil syndical mobilisé ou bien des commissions travaux avec des copropriétaires aussi qui font les allers-retours sur l'élaboration. Et puis ensuite, tout le courant du chantier vont venir assister le maître d'œuvre dans la réalisation de sa coordination sur le chantier. Donc, on voit bien ici toute l'importance de l'investissement des copropriétaires pour mener à bien un projet de rénovation énergétique. Donc, les copropriétaires, plus sont investis, plus il y a de la chance que le projet aboutisse, quoi, finalement. Ouais, c'est exactement ça, tout à fait. Okay. Du coup, après avoir évoqué les étapes d'une rénovation réussie, nous allons maintenant exposer les financements possibles pour aider les copropriétaires à réaliser des travaux de rénovation énergétique. C'est vrai, Clémence, on entend souvent parler d'aide à la rénovation énergétique. On en entend un petit peu partout. Mais quelles sont-elles finalement ? Il y en a en effet, il y en a beaucoup. Elles sont de plusieurs ordres. D'abord, on va avoir les financements individuels. Donc,
tout simplement, mais c'est important, l'autofinancement par de l'apport personnel. Pour les bailleurs, les propriétaires bailleurs, on a aussi de la défiscalisation. Pour les propriétaires occupants, on peut avoir des aides individuelles complémentaires et il y a aussi tous les prêts individuels. Ça, c'est tout ce qui est lié au financement individuel, mais nous, on va s'attarder un petit peu plus longuement sur les financements collectifs. D'accord, merci. Et concernant les taux de TVA, sont-ils réduits pour la rénovation énergétique? Oui, c'est vrai que c'est la première chose. En effet, la TVA. La TVA, on n'y pense pas automatiquement, mais c'est 20%. Donc ça, c'est pour la TVA assez classique. Mais elle peut être de 10 ou de 5,5%, ce qui change beaucoup le montant TTC de la facture. Là, on va distinguer deux choses. D'abord, les études. Donc, le taux de la TVA applicable aux honoraires. Donc, pour les missions d'études confiées à la maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études architectes est de 20%. Ça, c'est pour les audits et les diagnostics. Mais en phase de conception, donc première phase audit, deuxième phase conception, les taux de TVA peuvent être réduits. Ils peuvent être à 5,5% sur les travaux d'amélioration de la performance énergétique et à 10% pour les autres travaux. Mais comme c'est très compliqué à la phase conception d'anticiper ce qui va relever de la TVA à 5,5, on met tout à 10% et ensuite on retravaille dessus rétroactivement. Ça, c'est pour la phase étude. Et ensuite, pour la phase travaux, on a donc pour les logements achevés depuis plus de 2 ans, le taux de TVA est à 5,5% pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique. Et également pour tous les travaux induits. Donc, par exemple, on peut avoir la mise en place des échafaudages pour une isolation thermique par l'extérieur. Ça rentre dans les travaux induits de la rénovation énergétique. Donc, on passe aussi, ce poste-là est aussi à 5,5%. Et on a le taux intermédiaire à 10% pour tous les autres travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, autres que ceux relevant de la rénovation énergétique pure. Et quelles sont les aides collectives? Alors, la copropriété, finalement. De la copropriété, tout à fait. Alors, il y a une aide étatique qui s'appelle MaPrimeRénov', donc ça, on l'entend, et ici, c'est MaPrimeRénov' copropriété. Donc, c'est une aide nationale qui est à destination du syndicat des copropriétaires, c'est-à-dire pour tous les copropriétaires, quel que soit leur statut et leur niveau de ressources. Donc, autant pour les bailleurs que pour les occupants. Ici, donc, on parle aujourd'hui de MaPrimeRénov' copro. Pour information, quand même, et c'est important, je pense, de le poser, c'est que MaPrimeRénov' copropriété est actée jusqu'au 31 décembre 2022, donc c'est-à-dire jusque dans 1 mois et demi. Donc c'est un petit peu, voilà. Pour l'instant, on n'en sait pas plus sur le futur de cette prime Rénov' copropriété. En tout cas, on ne connaît pas les modalités précises qui vont être mises en place à partir du 1er janvier 2023. Mais aujourd'hui, les conditions d'éligibilité pour MaPrimeRénov' copro sont les suivantes. Donc, la copropriété doit être construite depuis plus de 15 ans. Il faut un gain énergétique minimum après travaux de 35%, ce qui implique la réalisation d'un audit permettant de savoir aujourd'hui sa consommation et la consommation projetée avec les travaux. Donc, il faut avoir réalisé un audit. Ensuite, cette copropriété doit être composée d'au moins 75% de lots d'habitation, c'est-à-dire en dehors des commerces et en dehors des cabinets libéraux, par exemple. La copropriété doit aussi être immatriculée au registre national des copropriétés, ça, pas de problème. Et enfin, pour pouvoir bénéficier de cette aide MaPrimeRénov' copro, il faut être assisté par un assistant à maîtrise d'ouvrage, un opérateur agréé par l'ANA, l'ANA étant l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, qui vient donner cette subvention. Donc, cet AMO est obligatoire pour le dépôt du dossier et aussi pour la gestion administrative, technique et sociale des dossiers. Donc, il faut solliciter cette demande suite à l'Assemblée générale dès qu'on sait que les travaux sont votés. Il faut déposer le dossier pour avoir le droit à cette subvention.
Donc, d'accord. Donc, ma prime rénov copropriété, donc on a bien vu que c'était la condition principale, c'est d'avoir 35% de gain énergétique. Donc, il faut juste bien prendre conscience que ce sont des travaux globaux importants pour avoir 35% de gain énergétique. Mais du coup, si on remplit toutes les conditions, quels peuvent être les montants de cette prime? Oui. Alors, avant d'aller sur les montants des primes, je me permets de rebondir. En effet, tu as raison de parler de rénovation globale. 35% en copropriété, c'est pas en faisant juste un poste de travaux. Voilà. Donc, il faut souvent additionner les postes de travaux, penser global pour atteindre ce gain de 35%. C'est pas rien de gagner 35% de gain énergétique. Mais en effet, dès lors qu'on remplit toutes ces conditions, il y a des subventions qui sont très intéressantes à la clé. La première subvention, c'est la subvention, on va dire, de base. Pour chaque lot, c'est 25% du montant des travaux hors taxes éligibles. Donc, par lot d'habitation, ça peut représenter jusqu'à 3 750 € par lot. En plus de ça, vont venir s'ajouter différents bonus. Le premier, c'est le bonus BBC, qui là offre 500 € par lot principal en plus. Il y a aussi le bonus sortie de passoire énergétique. Donc, c'est dès lors qu'on sort d'une étiquette F ou G, on a 500 € en plus. Et comme on le disait tout à l'heure, pour pouvoir bénéficier de cette subvention, il faut être accompagné par une assistance et maîtrise d'ouvrage spécifique. Du coup, ici, il y aura un financement pour cet accompagnement de 30% du montant de la prestation, plafonné à 180 € par lot. Ça, c'est les aides avec les bonus. Mais il y a une autre aide intéressante également pour certaines copropriétés dites fragiles. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme? C'est les copropriétés qui présentent un taux d'impayé supérieur à 8%, ou alors les copropriétés qui sont situées dans un quartier en renouvellement urbain. Si la copropriété dans laquelle vous êtes rentre dans ces critères-là, vous avez le droit en plus des différents subventions précédentes, vous avez le droit également à 3 000 € par lot principal. Et si votre copropriété ne rentre pas dans ces conditions de copropriété dite fragile, dans ces cas-là, vous pouvez cumuler ces aides-là avec les certificats d'économie d'énergie. Et justement, c'est quoi les certificats d'économie d'énergie? Alors, les certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est un dispositif national mis en place par l'État via la loi POP de 2005, dont l'objectif est de demander aux fournisseurs d'énergie, tels Total, Engie, un certain quota de certificats d'économie d'énergie. Si ce quota n'est pas atteint, les obligés s'exposent à de lourdes sanctions financières. C'est le principe pollueur-payeur. Cette obligation doit permettre aux obligés de compenser leur émission de gaz à effet de serre en participant à l'amélioration de la performance énergétique du parc immobilier français. Les obligés rachètent donc directement ces C2E auprès des propriétaires réalisant des travaux d'économie d'énergie, ce qui permet de diminuer le coût des travaux. Le fonctionnement des C2E est similaire à celui d'un marché boursier. Donc, le cours du C2E fluctue et diverge suivant les obligés. Et ces C2E, donc ces certificats d'économie d'énergie, sont pour qui? Donc, sont pour la copropriété, donc directement au syndicat des copropriétaires. Et on ne va pas distinguer les copropriétaires occupants et bailleurs. C'est comme ma prime rénov, la subvention, les certificats d'économie d'énergie s'appliquent directement au syndicat des copropriétaires. D'accord. Et est-ce qu'il y a des conditions d'éligibilité spécifiques? Alors, ça va être surtout des prescriptions techniques. Donc, les certificats d'économie d'énergie, ça va être en fonction du type de travaux réalisés, des matériaux réalisés, de la surface concernée. Quand est-ce qu'il faut solliciter ces aides? Alors, ces certificats. Il faut surtout se rapprocher d'un obligé ou délégataire en amont de la consultation des entreprises. C'est vraiment important. Il faut vraiment faire la demande avant le vote et le démarrage des travaux. C'est vraiment une condition essentielle. Et ça, c'est le syndic qui s'en occupe? Oui, c'est ça. C'est le syndic. Est-ce qu'il y a des points de vigilance spécifiques à avoir sur ces certificats d'économie d'énergie? Alors, comme tu l'as dit avant, effectivement, pour ma prime rénov copropriété, certaines copropriétés donc qui remplissent les conditions de copropriété fragile, donc 8% d'impayés ou plus. Donc, si ces copropriétés-là peuvent bénéficier de copropriété fragile, ils ne peuvent pas, de l'autre côté, cumuler avec les certificats d'économie d'énergie.
D'accord. Ok. Bah, merci pour les certificats d'économie d'énergie parce que c'est pas souvent très clair. Est-ce qu'à côté donc de ces aides collectives, hein, donc on a vu qu'elles étaient vraiment pour le syndicat des copropriétaires, est-ce qu'il y a d'autres aides collectives locales, par exemple, Clémence? Oui. Alors ça, c'est très fréquent qu'il y ait des aides collectives locales. Par contre, c'est vrai que ici, on ne peut pas, puis on ne les connaît pas toutes les citer. Donc, je vous invite encore et on vous invite encore à vous rapprocher de votre ADIL, de votre département ou de celle la plus proche pour connaître les aides. À titre d'exemple, on peut prendre peut-être nos deux territoires. Donc ici sur Rennes Métropole, il y a une aide de la de la métropole de 3 500 € par lot et d'autres aides en plus qui viennent s'ajouter à cette aide-là pour la rénovation énergétique, mais pour l'atteinte du niveau BBC, par exemple. Et chez nous, par exemple, donc en Alsace, enfin, nous avons la région Grand Est qui peut financer, mais par contre qui ne prend pas en compte c'est pas le même cahier des charges de ma prime rénov. Ma prime rénov demande 35% de gain énergétique, et chez nous, Climaction demande forcément des travaux d'isolation des murs, du toit et éventuellement des caves. Et là, on part sur un bouquet, pas 35%, mais un bouquet obligatoire. Et là, on peut aller jusqu'à 2 500 € par lot. Donc voilà. Et tout ça, c'est cumulable. Donc ça peut Oui, être c'est très ça. Donc, on intéressant. voit bien que là, déjà, la région Grand Est a vraiment, c'est pas sur un gain, c'est sur des Non, typologies de travaux. voilà. C'est une obligation d'isoler les murs en premier lieu. Et puis, plus on ajoute, voilà, la toiture, par exemple, et les caves, si on fait les 3 bouquets, là, on arrive au max à 2 500 € par lot. C'est ça. Et là, Rennes Métropole, c'est pour l'atteinte d'un gain énergétique niveau BBC Réno. Donc, on voit bien que c'est très important parce que c'est pas neutre, hein, 2 500 € région Grand Est, 3 500 Rennes Métropole. On voit que c'est pas neutre et c'est intéressant, je pense, pour vous de contacter votre ADIL. Donc, il y a l'outil de recensement des aides des aides locales sur le site de l'ADIL de votre département ou sinon sur le site de l'ANIL. Ouais. C'est souvent le cumul des aides aussi qui fait souvent que la copropriété part en rénovation énergétique. Donc, on a vu toutes ces aides voilà, qui peuvent être très importantes cumulées, mais comment on fait pour financer finalement le reste à charge de ces quotes-parts? Ouais. C'est un vrai sujet parce que même si les aides, comme tu l'as dit, on bascule grâce aux subventions, le cumul des subventions fait que parfois le projet rénovation énergétique est quasiment le même qu'un projet entretien ravalement. Mais malgré ça, il reste quand même un reste à charge pour chacun. Donc là, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est celle de l'emprunt collectif qui est mis, il y a une résolution spécifique qui est soumise au vote en assemblée générale en même temps que les travaux de rénovation. Il existe plusieurs prêts collectifs qui sont proposés par Domo Finance ou bien par la Caisse d'épargne Île-de-France. Ça, c'est les deux nationaux qui travaillent sur tous les projets de France. Mais je crois savoir qu'il y a aussi des prêts collectifs spécifiques en fonction des régions. Et pour information, voilà, on sait que les banques aujourd'hui travaillent, beaucoup de nombreuses banques travaillent sur des projets de prêts collectifs aussi à venir pour 2023-2024. C'est un vrai sujet, donc commence à s'emparer les établissements bancaires et c'est tant mieux. Mais pour l'instant, il y a deux établissements bancaires, donc Domo Finance et la Caisse d'épargne Île-de-France, qui proposent des prêts. Le premier prêt, c'est l'éco-prêt collectif. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à ce prêt, Jessica? Alors, l'éco-prêt collectif permet de financer donc certains travaux de rénovation énergétique entrepris sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, ainsi que certains travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privées. Donc, c'est un prêt souscrit par le syndicat des copropriétaires au taux nominal de 0%. Ce montant peut atteindre 30 000 € donc, par logement si le syndicat des copropriétaires décide de réaliser 3 actions de travaux. Dans ce cas-là, la durée maximale du prêt est de 15 ans. Et dans le cas où la copropriété décide de faire des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale
comme dans ma prime rénov copropriété, donc de 35%, le prêt peut aller jusqu'à 50 000 € et la durée maximum du prêt est de 20 ans. C'est très intéressant. Les conditions sont également très intéressantes pour le syndicat des copropriétaires, car vous le votez en assemblée générale, libre ensuite aux copropriétaires d'adhérer ou non à l'emprunt. Le prêt, il est attribué sans condition de ressources. Il n'y a pas de frais de dossier. Il y a une absence de solidarité entre les copropriétaires en cas d'impayé. Il faut par contre que le logement qui est occupé doit l'être au titre de la résidence principale. Les travaux doivent impérativement être réalisés par une entreprise reconnue garant de l'environnement, donc RGE. C'est un terme qui va revenir assez fréquemment. Et ensuite, le syndicat des copropriétaires a 3 ans à compter de la signature du prêt pour réaliser des travaux. Donc, ce prêt, finalement, au niveau de la rénovation énergétique, nous, on voit que c'est quelque chose vraiment d'important qui, au-delà justement des subventions qui sont très importantes et qui font basculer, souvent c'est cet éco-prêt qui va également apporter vraiment quelque chose d'important où là, les copropriétaires vont se dire « Ah bah oui, on peut y aller » parce que même avec les subventions, il reste une quote-part assez importante. Mais ce prêt, donc comme son nom l'indique, à taux zéro, va vraiment permettre aux copropriétaires de pouvoir réaliser ces travaux sans avoir peur finalement d'emprunter un taux vraiment assez exceptionnel en ce moment. Donc voilà, c'est quelque chose qui existe et qui est très important et qu'il faut absolument mettre en place le plus possible au niveau de la copropriété. Surtout que les conditions sont assez voilà, sont assez importantes, elles sont assez libres entre elles et surtout les copropriétaires ne sont pas engagés entre eux, ce qui est très important. Donc ça, c'est vraiment le prêt à taux zéro. Pardon. Après, il existe d'autres prêts. Il faut savoir que ce prêt à taux zéro est vraiment pour les travaux de rénovation énergétique. Donc dans certains cas, quand la copropriété fait des travaux de rénovation énergétique, on en profite pour faire également des travaux de structure. Il faut peut-être changer la toiture en elle-même. La toiture en elle-même, c'est pas de la rénovation énergétique. Donc, dans ce cas-là, ce poste-là ne rentrera pas dans le prêt à taux zéro. Mais il existe d'autres prêts qui peuvent se cumuler justement pour aider la copropriété à financer ces travaux-là. Je crois que tu avais quelques exemples, Clémence. Oui, merci. En effet, en fait, cet éco-prêt à taux zéro collectif, je me permets de rebondir parce que c'est vraiment fonction aussi des façons de faire de chacun, de chaque territoire, etc. On voit que il est plus ou moins mis en place aussi parce que voilà, il n'est pas automatiquement en fonction des différents syndics, il n'est pas automatiquement facile de le mettre en place pour X raisons, on va pas toutes les énumérer là, mais voilà, notamment si changement de syndic, la gestion comptable, etc. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les syndics de le mettre en place. C'est pour ça qu'il y a d'autres prêts collectifs qui sont proposés aussi. Donc il y a par exemple le prêt Coprosan de la Caisse d'épargne Île-de-France. C'est un prêt qui est également collectif. Il est à destination également du syndicat des copropriétaires. Chaque copropriétaire est également libre d'y adhérer ou non, hein. Ici, on peut choisir sa durée d'emprunt, donc de 3 ans à 20 ans, en fonction de chacun. Chacun y adhère en fonction de ce qu'il souhaite. On peut emprunter 2 000 € minimum et jusqu'à l'intégralité de sa quote-part pour une durée jusqu'à 20 ans. Mais ce prêt, à la différence de l'éco-prêt éco-PTZ, un prêt à taux zéro, ici, un taux s'applique. Il n'y a pas d'assurance décès invalidité ni d'hypothèque, ce qui va permettre à tout le monde de pouvoir emprunter, quel que soit son âge et son état de santé. Donc, il n'y a pas d'hypothèque, pas d'assurance décès invalidité. Ici, on est sous forme de commission de cautionnement. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, on va donner un petit pécule pour avoir l'octroi de ce prêt, mais ça ne nous assure en rien, ce qui permet de pouvoir emprunter sur 20 ans pour quelqu'un de 100 ans. Donc ça, c'est pas mal aussi. Il n'y a aucune solidarité entre les copropriétaires. Comme pour les coprêts à taux zéro, il faut que le principe de ce recours soit voté en assemblée générale. Donc ça, c'est les différents prêts collectifs qui sont possibles. Après, bien sûr, chacun va mener donc son projet et aller bien sûr voir son établissement bancaire pour voir ce qu'il en est sur le montant à financer de sa quote-part.
Voilà pour la présentation aujourd'hui sur les trois grands thèmes, hein. Donc, un état des lieux des diagnostics, plan pluriannuel des travaux et évolution réglementaire, les différentes phases de mise en place d'une rénovation et les financements. Peut-être qu'il y a des questions. Juste à côté, je me permets juste de compléter. Donc, on a vraiment parlé des aides collectives au sein de la copropriété. Ensuite, il y aura aussi des aides individuelles à aller chercher. Quand vous êtes, par exemple, retraité, il faudra aller voir à la caisse de retraite. Si vous êtes salarié du secteur privé, peut-être voir Action Logement. Il y a également des prêts de la CAF. Donc, il y a également des prêts individuels qui peuvent en plus s'ajouter à toutes ces subventions qu'on a vues et à tous ces prêts aussi possibles. Donc voilà, c'est important de le savoir parce que c'est souvent ça qui fait basculer le projet dans de la rénovation énergétique. D'accord. Ouais, il y a les aides individuelles et puis il y a aussi le prêt. Si l'éco-prêt à taux zéro collectif n'est pas proposé, sachez que vous pouvez chacun aller voir pour un éco-prêt à taux zéro individuel auprès de votre banque. Donc, de la même façon, hein, on peut aller jusqu'à 20 ans si on est sur une performance globale, jusqu'à 50 000 euros. L'idée, c'est que ici, pour avoir le droit à cet éco-prêt à taux zéro, il faut que le logement soit occupé à titre de résidence principale. Donc, pour les bailleurs, il faut que le locataire soit là, que ce soit la résidence principale de son locataire. Et pour les occupants, il n'y a pas de condition de ressources pour cet éco-prêt individuel. Voilà. Ça, c'est intéressant aussi de dire que si jamais c'est pas proposé, ça existe aussi en individuel. Merci beaucoup. Donc, je vois qu'il y a pas mal de questions. Il y a une question sur la déduction fiscale, la défiscalisation. Donc peut-être, voilà, rapidement, hein, parce que pour toutes les questions, bon, on n'arrête pas de revenir sur aller voir votre ADIL, mais vraiment c'est une mine de renseignements. Donc tous les juristes sont là pour répondre à toutes les questions et informer sur tout ce qui est lié au logement. Donc faut surtout pas hésiter, et aussi sur la fiscalité. Donc rapidement, par rapport à la défiscalisation pour les bailleurs, il faut déjà que les propriétaires louent leur logement en non meublé, c'est-à-dire en logement no Covid. Et si jamais c'est le cas, là, il y a la déduction sur les revenus fonciers. À savoir, soit les bailleurs ont opté pour le microfoncier, dès lors, c'est l'abattement forfaitaire de 30% qui est calculé par l'administration fiscale. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant, notamment dans ce cadre de travaux, important, d'opter pour un régime réel. Et donc là, c'est déduire en fait les charges pour leur montant réel, avec notamment les travaux. Voilà, rapidement, parce qu'on ne va pas rentrer dans ce sujet de fiscalité, qui est un point qui peut être traité en 1 heure, 2 heures, largement. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre ADIL pour avoir plus d'explications si vous le souhaitez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres? Il y avait une question sur les primes individuelles, ma prime rénov copropriété. Effectivement, donc on parlait de ma prime rénov copropriété, donc qui s'applique aux syndicats et des copropriétaires. Il y a une toute petite exception pour les ménages modestes et très modestes au sens de l'ANA. On a 750 et 1 500 euros en plus pour ces propriétaires occupants. Donc bien faire la distinction, cette fois-ci c'est pour les propriétaires occupants, modestes et très modestes au sens de l'ANA. Il y a une petite prime en plus qui s'additionne sur ma prime rénov copropriété. Donc toujours pareil, qui s'ajoute. Pour bénéficier des aides financières dans le cadre d'une copro, pouvez-vous confirmer que l'audit doit porter sur une étude au global ou logement par logement? Non, l'étude, dans le cadre d'une aide collective, l'étude doit porter au global. On parle du bâtiment, à minima. Souvent, on est sur bâtiment quand on est sur un audit. Le travail d'études thermiques, la thermique, on est souvent sur le bâtiment. Et donc, c'est pas logement par logement. Alors, je regarde encore les différentes questions. Alors, il y en a beaucoup. Donc, on avait un propriétaire qui se posait la question sur les obligations de travaux d'isolation et à quelle date.
quelles sanctions s'il n'est pas procédé aux travaux? Alors, notre copro de 200 lots a engagé des travaux d'embellissement élu de la question des travaux énergétiques. Alors, il suffira de faire de l'isolation par l'intérieur. Donc, non. Et bah, de toute façon, je vous ai exposé les différents diagnostics qui sont de toute façon obligatoires. Donc, vous avez l'audit énergétique ou même le DTG. Le DTG qui va faire un point et qui va vous dire qu'effectivement, dans les 10 prochaines années, il va falloir faire des travaux, dont des travaux d'économie d'énergie. Donc, vous ne pourrez pas passer au travers de ces travaux. Il faut savoir que si votre copropriété est une passoire énergétique, ça va être très difficile de louer parce que vous avez des échéances. Donc, votre syndic a l'obligation de mettre tout ça à l'ordre du jour et de faire les travaux dans les prochaines années. Ne pas passer outre. Est-ce que le DTG... Pardon. Non, oui, complètement. Je disais, c'est justement pour ça que c'est important de faire ce DTG et en même temps ce plan pluriannuel. Tout à fait. C'est vrai que la loi maintenant impose en fait de plus en plus à ce que les copropriétaires aient une réflexion vraiment le plus en amont possible pour pouvoir appréhender en fait ces travaux, économiser aussi, je pense. Il y a une vraie réflexion de la part du législateur à se dire, on fait un point sur notre copro, qu'est-ce qu'il va falloir faire dans les prochaines années. C'est aussi pour ça qu'il y a un fonds de travaux qui est obligatoire depuis quelques temps. Tout ça, ça aide les copropriétaires, la copropriété à entretenir son patrimoine et à faire de la rénovation énergétique. Par contre, ces audits, donc que ce soit le DTG, le DPE ou l'audit énergétique, ne sont pas financés. En tout cas, au niveau national, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de financement, ce sont des choses, obligatoires. Donc, dans certains cas, donc ce n'est pas financé. Pour revenir, on voit bien quand même la philosophie, je pense, des nouvelles dispositions réglementaires. C'est que il y a le fonds de travaux, donc qui existe depuis quelque temps, où l'idée c'est de provisionner un fonds spécifique dans l'idée de faire des travaux. On a les diagnostics qui deviennent obligatoires, qui l'étaient et qui se renforcent. Et on a le plan pluriannuel de travaux. L'idée, c'est vraiment la philosophie, c'est de permettre aux copropriétaires de prendre conscience des travaux nécessaires pour l'entretien à minima de l'immeuble. L'idée, c'est que, je pense que on a vu de nombreuses copropriétés tomber complètement en déshérence. Où on est sur des copropriétés parfois sous administration, tellement avec des grosses difficultés et comptables et structurelles, etc. C'est d'éviter au maximum d'arriver sur des copropriétés si fragilisées où aujourd'hui un logement dans ces copropriétés ne vaut quasiment plus rien et où les montants des travaux sont exorbitants. Donc l'idée c'est d'anticiper justement une dégradation à venir d'une copropriété. Oui. Alors, on reprend le fil des questions. À quelle échéance devons-nous faire un diagnostic global? Donc, comme je l'ai dit un peu plus haut, le DTG, en fait, il est obligatoire à partir du moment où l'immeuble a plus de 10 ans. Donc, il est déjà obligatoire. Et après, dans les DOM-TOM, nous ne sommes pas soumis au DPE. Que pouvons-nous proposer à nos propriétaires qui sont en copro? Ça veut dire que vous n'avez pas bien écouté. Parce que je disais que la loi climat et résilience, donc elle modifie donc progressivement les obligations de DPE et d'audit énergétique, mais à partir d'un certain calendrier. Donc hors métropole, vous aurez l'obligation au 1er janvier 2028 de faire un DPE. Donc ce sera obligatoire aussi. Il y a une question sur malheureusement, ça arrive très fréquemment, c'est notre copropriété a refait la toiture. Désormais, ravalement, changement de chaudière au fioul, que faire? Malheureusement, là, en fait, c'est un petit peu faire du lobbying au sein de votre copropriété sur une vision à plus long terme. On voit que souvent, c'est dans le cadre de couverture, des travaux très lourds, donc souvent, ça va être couverture, chauffage et ou ravalement, où la question va se poser sur est-ce qu'on fait poste par poste et sans gain énergétique, ou est-ce qu'on va sur une rénovation globale où on va chercher les différentes subventions, financements possibles, et où l'un dans l'autre, dans la balance, on va arriver peut-être à un petit peu plus cher de travaux pour une rénovation énergétique globale, mais grâce au jeu des subventions, en fait, la différence va être relativement faible, et donc on va pouvoir faire accepter ce projet de rénovation énergétique.
c'est vrai que là, quoi vous dire, sauf de les inviter à se renseigner, à aller faire un peu, oui, c'est ça, du lobbying, quoi, des réunions d'information dans votre copropriété, aller, voilà, pourquoi pas faire une note en début d'AG là-dessus. Ça peut être intéressant. Je pense que les gens ont automatiquement conscience du coût des travaux poste par poste. Et c'est vrai que si on les additionne, on arrive vite en fait au même montant que sur une rénovation globale, sachant qu'on a des économies d'échelle et de postes aussi. Par exemple, un échafaudage plutôt que 3 fois un échafaudage, automatiquement, le gain est quand même substantiel. Mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire sauf d'informer. Il y a souvent dans les avis une personne très souvent qui est chargée de missions copropriété et qui aide bien avec grand plaisir les copropriétés qui ont des questions sur ça. Donc, généralement, on les informe, on les suit. N'hésitez surtout pas à contacter la DIL de votre secteur. Voilà. Alors ensuite, on a quand même beaucoup de questions sur la possibilité d'un écrit. Alors déjà, à savoir que là, ce webinaire est enregistré et donc le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ANIL. Et par rapport à des écrits, alors là, comme ça, on n'en a pas, vu qu'on a tout travaillé de façon vraiment orale. Mais encore une fois, désolée, mais vraiment rapprochez-vous de votre ADIL. Je sais, ça fait vraiment redite, mais c'est vrai que, comme le disait Jessica, il y a souvent des personnes en charge ou en tout cas un peu référents sur la copropriété et ou sur la rénovation énergétique. Et donc, du coup, ils ont l'habitude de travailler sur ces questions-là. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher si vous souhaitez avoir des documents peut-être ou des explications, etc. Alors, je regarde juste parce qu'il y a encore quelques questions. Et aussi, sur le site de l'ANIL, il y a des pages spécifiques sur la copropriété. Donc ça peut être intéressant. Et vous avez donc sur le site de l'ANIL et des ADIL, vous avez une rubrique pour chercher, par exemple, où vous avez aussi des rubriques thématiques et il y en a une sur la copropriété. Pour les questions d'aide financière locale, vous rapprochez également à nous. Enfin, on n'est pas de cette région, donc on ne connaît pas toutes les aides locales malheureusement. Est-ce que le DTG n'est pas encore obligatoire en copropriété? Si, à partir du moment où la copropriété a plus de 10 ans, si, c'est obligatoire. Dans les dom c'est fait. Alors, après, c'est un petit peu les mêmes questions. Ouais, c'est ça. Après, vraiment, pour les questions, des subventions plus locales, effectivement, comme disait Clémence, il faut vraiment se rapprocher de votre ADIL. Il y a vraiment des spécificités comme nous on l'a vu à Rennes et chez nous en Alsace, on a des subventions locales, c'est absolument pas le même cahier des charges, donc c'est vrai qu'il faut vraiment se renseigner le plus possible à votre ADIL, quoi. Alors, et à quelle échéance? En fait, j'ai l'impression que j'ai toujours la même question. Donc, le diagnostic global, il est obligatoire à partir du moment où la copropriété a plus de 10 ans. Elle est obligatoire. Enfin, ce diagnostic est obligatoire. N'hésitez pas non plus à questionner votre syndic, à lui dire que normalement, il est au courant de tout ça aussi. Si c'est un syndic professionnel, voilà, ils doivent savoir aussi. Donc, nous, on répond avec plaisir, pas de souci. Oui. Voilà. Alors, le DTG est-il financé par quel système et le DPE ou l'audit énergétique? Alors, les diagnostics ne sont pas financés, sauf potentiellement par des aides locales. C'est le cas, par exemple, dès lors qu'on rentre dans le dispositif de Rennes Métropole, il y a un financement et pour l'audit et pour la conception et pour les travaux sur Rennes Métropole. Donc vraiment, il faut se rapprocher de votre ADIL pour voir s'il y a des financements spécifiques. Il y a une question aussi entre la différence entre le DTG et l'audit global. C'est pas forcément la même chose, comme je l'ai dit. Le DTG, ça va prendre en compte tous les travaux nécessaires donc à la conservation de l'immeuble. Ce sera pas forcément que des travaux de rénovation énergétique. Le DTG va peut-être dire qu'il va falloir refaire la toiture, isoler, mais refaire la toiture également. Donc c'est vraiment beaucoup plus large le DTG.
alors que l'audit va se concentrer sur les travaux de rénovation énergétique à proprement dit. Le DTG est beaucoup plus large, en fait. C'est ça. Il va vraiment prendre en compte aussi, comme dit, les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, les travaux de sécurité s'il y a besoin. On va regarder s'il y a des ascenseurs, s'il y a des choses à faire. Tout ça, ce sera vraiment dans la globalité de la copropriété et du bâtiment. Donc, c'est vraiment fonction de votre copropriété et c'est là où il faut vraiment pas hésiter à en parler avec votre syndic qui a l'habitude de ces termes, de ces différents diagnostics et qui pourra vous orienter vers tel ou tel, comment dirais-je, diagnostic plus approfondi que d'autres. Alors, concernant des retours, pardon, vas-y, Jessica. Non, vas-y. Des fois, j'essaie juste de reprendre. Je comprends pas les questions parce que c'est, voilà. Quand on me dit garage privé dans la rénovation, que faire? Je comprends pas la question. Tu peux juste un peu plus expliciter? Alors, si c'est par rapport au fait qu'il y a des garages privés et que ce soit dans le cadre, en fait, quand on est copropriétaire avec des tantièmes et donc vos garages vont être aussi, il y aura des tantièmes afférents à vos garages et donc ça va rentrer dans la rénovation aussi, mais dans le coût de la rénovation, fonction de la ventilation des charges qui est faite, fonction de votre règlement de copropriété. Donc là, c'est vraiment à voir en fonction de votre copropriété. Il faut toujours s'appuyer, c'est le document sur lequel vraiment on s'appuie, c'est le règlement de copropriété pour ensuite voir les différentes ventilations des travaux. Alors, comment faire quand le syndic professionnel n'assure pas la gestion, le suivi des travaux? Nous avons un syndic en ligne. Donc, je pense que ce n'est pas un syndic à proprement dit, ça va être un syndicat, enfin, c'est quand la copropriété est sous forme de syndicat coopératif. Donc, il va falloir faire une grosse distinction parce que si c'est un syndic professionnel, son rôle est forcément d'assurer la gestion de la copropriété. Donc, c'est dans sa mission essentielle, je dirais même. Donc, c'est que là, vous n'avez pas de syndic professionnel. C'est vrai que nous, on préconise quand la copropriété souhaite partir dans des travaux de rénovation énergétique. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup de copropriétés, de petites copropriétés qui sont gérées par des syndics non professionnels. Nous, on incite très fortement pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pendant toute la phase de conception, de réflexion, de vote des travaux et de suivi des travaux, de passer par un syndic professionnel ce temps-là, parce que le syndic professionnel a des assurances, il connaît son travail normalement, il connaît ce que c'est de faire des travaux. Donc c'est vrai que nous, notre conseil, c'est vraiment de passer par un syndic professionnel le temps des travaux. Parce qu'après, quand vous avez des syndics en ligne, ce qui est un petit peu compliqué, c'est des syndics qui vont pas venir sur place, qui font pas le suivi de travaux, donc c'est même pas un syndic juridiquement. Donc voilà, on préconise vraiment l'aide d'un syndic professionnel à ce moment-là. Il y a beaucoup de questions. Alors, il y a un retour d'expérience. Avez-vous des contacts à proposer, notamment concernant des projets comportant des productions d'énergie en panneaux photovoltaïques et ou en éolien? Alors non, moi, à titre personnel, je n'ai pas de connaissance de projet ayant abouti sur ces questions-là. Peut-être faire des recherches plus approfondies et puis toujours en local, vraiment vous rapprocher de votre ADIL. C'est pas vraiment une question. Après, ouais, voilà, faut vraiment discuter avec votre syndic et pourquoi pas aussi, enfin, attendre de lui bien sûr qu'il vous propose des choses, mais être aussi à l'initiative. On revient sur ce qu'on disait précédemment, mais c'est vrai que c'est un point qui est tellement important et ça c'est vraiment, on le voit très rapidement quand le projet est porté par les copropriétaires, ça n'a rien à voir que quand il est pas porté. On le voit très rapidement, déjà sur les cahiers des charges, sur comment est formulé les choses. Est-ce qu'il y a des allers-retours? Est-ce que c'est une vraie demande des copropriétaires? Est-ce qu'il y a eu justement des informations faites sur les différentes aides, sur l'importance d'une rénovation dite globale pour éviter justement des surcoûts sur des rénovations poste par poste, voilà, sur la possibilité des prêts collectifs. Donc, je pense que et c'est vraiment un travail entre les copropriétaires et le syndic. Je pense que c'est un travail conjoint.
Alors, changement de mode de chauffage fuel vers pompe à chaleur en copropriété. Que peut-on proposer comme mode de chauffage, collectif ou individuel? Alors, c'est vrai que c'est une question qui revient très, très souvent, notamment en assemblée quand on fait des présentations. Aujourd'hui, il faut juste savoir que si vous êtes en chauffage collectif dans une copropriété, pour passer en chauffage individuel, il faudra déjà juridiquement faire des modifications du règlement de copropriété, donc voter ce changement de chauffage en assemblée générale. Donc, il y aura un process qui pas forcément très compliqué, mais qu'il va falloir respecter. Il faudra aussi vérifier si techniquement c'est possible aussi de passer en chauffage individuel. Après, je sais pas si toi, Clémence, tu as des retours pompe à chaleur, parce que pompe à chaleur pour une copro de 4 lots et de 200, c'est pas pareil. Je sais pas si aujourd'hui, techniquement, on arrive à mettre en place des pompes à chaleur sur des grandes copros, enfin même des petites. Pour l'instant, c'est vrai que les copropriétaires me disent oui, on a du fioul, mais le gaz, voilà, ça devient très cher aussi. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que les pompes à chaleur, pour l'instant, c'est un vaste sujet, mais complètement inexploré. Pompe à chaleur en copropriété, déjà d'un point de vue technique, comment est-ce qu'on le met en place? Parce que qui dit pompe à chaleur dit quand même gros caisson à l'extérieur. Donc, comment est-ce que c'est techniquement possible de le mettre en place? Sachant que souvent, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, ça veut dire qu'avant de penser chauffage, on pense isolation. Donc, du coup, on va avoir de l'isolation thermique par l'extérieur sur lequel il va falloir venir fixer cette pompe à chaleur. Pour l'instant, je l'ai pas encore vu se mettre en place. Il y a d'autres solutions qui sont trouvées. À voir aussi. Alors parfois, ça c'est toute la question qui est sous-jacente. C'est sur le chauffage individuel. C'est compliqué d'aller sur du chauffage individuel et d'aller sur des gains énergétiques importants en chauffage individuel. Parce qu'en chauffage collectif, on peut aller beaucoup plus facilement sur, par exemple, du réseau de chauffage urbain, par exemple, ou sur des économies de rééquilibrage du réseau. Mais quand on est en individuel, on va sur des chaudières de meilleure performance, mais on reste au gaz. Parce que dès lors qu'on passe en électrique, c'est encore plus consommateur, en tout cas d'un point de vue de réglementaire, d'études réglementaires. Donc pour l'instant, c'est un vaste sujet, mais je n'ai pas la réponse. Ça, ce serait intéressant de voir ça avec les professionnels, en fait, avec les bureaux d'études thermiques. Et ça, souvent, c'est vu, si vous êtes en chauffage individuel, c'est vu dès lors de la conception. Pas vraiment de réponse, désolée. Alors, on a plusieurs fois, Clémence l'a déjà dit concernant les écrits, concernant notre présentation. Oui. Donc, on avait déjà dit que non, on n'en a pas là, mais vous pouvez regarder sur le site de l'ANIL qui est très bien fait, qui reprend tout ce qu'on a dit. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ANIL et de vous rapprocher, comme toujours, de vos ADIL de votre secteur. Alors, à propos du chauffage, est-ce que les répartiteurs sur les radiateurs va devenir obligatoire? C'est déjà obligatoire, en fait. Vous devez déjà mettre en place les répartiteurs de chauffage sur les radiateurs. À part si c'est techniquement pas possible, mais c'est déjà une obligation légale. Il n'y a pas aussi sur la consommation énergétique inférieure à temps? Je sais qu'il y a des exceptions. Ouais, il y a des exceptions si le coût est trop important aussi par rapport au gain. Ouais. Et si c'est techniquement pas possible, je sais que ça arrive fréquemment finalement que ce soit pas possible techniquement. Mais sinon, la loi l'impose. Après, avec des exceptions toujours, comme on vient de le dire. On regarde. Je sais pas s'il y avait beaucoup de questions. Oui. Bon, ça, c'est surtout les mêmes questions qui reviennent, donc je crois qu'on a fait le tour. Répartiteur ou compteur. Alors, des répartiteurs, on appelle les répartiteurs de chauffage. C'est sur les radiateurs. Et après, vous avez les compteurs d'eau individuels.
Alors, à quoi Par sert rapport, il y a une question, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas évoqué l'intervention du réseau Procivis, donc SACICAP, dans le cadre du préfinancement des copropriétés et notamment dans les copropriétés fragiles. Alors, en effet, chez moi, en tout cas, on ne le pratique pas. Autant on le pratique sur des dossiers pour des copropriétaires en maison individuelle ou en partie, voilà, en individuel sur des copropriétaires en situation donc très très précaire. Autant on ne le pratique pas dans le préfinancement des copropriétés et ni dans les copropriétés fragiles. Mais c'est une bonne piste de travail pour voir ce qu'il est possible de mettre en place au point de vue local. Mais c'est vrai que voilà, autant on a des possibilités en maison individuelle, dans le parc social, mais autant, en tout cas, il n'y a rien de clairement mis en place chez nous. C'est pas structuré, quoi. Sur la copropriété. Alors, à quoi servent les robinets thermostatiques sur les radiateurs en logement pour les copropriétés? Donc, ça permet en fait de mesurer, de compter en fait votre chauffage. C'est pour faire un décompte individuel en fait en fonction de votre consommation. Vous savez, ça, c'est les compteurs et les répartiteurs. Après, les robinets thermostatiques, en fait, ça va permettre d'ouvrir plus ou moins votre oui, pardon. J'ai fait un amalgame des deux parce que c'est pour ça que je rebondis, désolée. Pour moi, je parlais effectivement des répartiteurs. Donc, c'est les petits boîtiers qu'on met sur vos radiateurs pour calculer votre consommation de chauffage. Et effectivement, pardon, les robinets thermostatiques, effectivement, vous pouvez les ouvrir et les fermer en fonction de la chaleur que vous désirez. C'est ça. Toujours dans le cadre des instructions du chauffage principal. Mais oui, oui. Et c'est de pouvoir moduler dans vos appartements en fonction des pièces et de pouvoir ouvrir plus ou moins. Donc, de 1 à 4, de 1 à 5 en fonction des robinets thermostatiques. Alors. On essaie de revenir sur les différentes questions. Oui, il y en a beaucoup. Donc, juste le temps de les lire. Alors, dès lors que le syndicat des copropriétaires a décidé de façon collective des travaux au sein de la copropriété, quels documents sont-ils remis à un copropriétaire? Quels documents sont remis sans doute à un copropriétaire pour réaliser le financement bancaire? Alors, généralement, ce qui est vu, c'est que dans votre convocation d'assemblée générale, vous allez avoir la plupart de tout ce qui est nécessaire. Vous allez avoir déjà les répartitions par lot. Souvent sont annexés, mais quand c'est trop lourd, ils sont mis sur le site internet de votre syndic, les devis. Donc ça, c'est important aussi pour les éco-prêts individuels et pour les prêts, les financements bancaires individuels aussi. Vous avez, mais éco-prêt à taux zéro notamment, c'est obligatoire. Donc, vous allez avoir tous les devis sur la plateforme ou annexés à votre convocation d'assemblée générale. Et dans votre convocation, vous allez aussi avoir votre code part. Donc ça vous permet de faire une simulation déjà auprès de votre établissement bancaire avant assemblée générale, sachant que avant cette assemblée générale, ça va être votre banque va être très mesurée sur le coût réel parce que ce n'est pas voté. Et une fois que l'assemblée générale est passée, si ça a été voté, vous allez avoir votre procès verbal d'assemblée générale où sera stipulé votre code part à vous et toujours les mêmes devis pour aller voir votre banque et demander un prêt, notamment éco-prêt ou tout autre prêt travaux. Voilà. Alors, une spécificité sur les copros horizontales où il n'y a généralement pas de parties communes ou du coup, du moins, c'est des parties communes qui sont de l'asphalte. Donc, il n'y a pas d'économie d'énergie possible là-dessus. Donc, là, on les a pas mentionnés tout simplement parce que c'est vrai que dans le cadre de MaPrimeRénov' CoPro, il n'est pas vraiment entendu la rénovation horizontale. On est plus sur de la rénovation de la copropriété verticale. Pour ce qui est horizontal, je n'ai jamais eu le cas à traiter sur des aides telles qu'elles sont aujourd'hui. Après, parce qu'on est sur des gains énergétiques globaux
sur la copropriété. Ce qui voudrait dire que chaque maison devrait atteindre ce gain de 35% individuellement, en fait, hein, parce que automatiquement, les routes n'en font pas partie. Donc là, je sais pas, c'est un bon cas de figure et je vous propose de le soumettre à votre ADIL. Il y avait encore une question sur le chauffage individuel. Alors, en fait, spécificité des copros dans le chauffage individuel. En fait, quand on vous parle de rénovation énergétique, peu importe finalement que le chauffage, enfin peu importe, c'est pas quelque chose qui est primordial de savoir s'il est individuel ou collectif. Quand on fait de la rénovation énergétique, on parle de la globalité du bâti. Donc, on va faire une étude thermique qui va préconiser tous les types de scénarios possibles pour obtenir notamment les 35% de gain énergétique. Généralement, les 35% de gain énergétique, on va chercher l'isolation des murs, l'isolation de la toiture, des caves, on va mettre en place une VMC. Et dans certains cas, si la chaudière est individuelle, on prend pas compte parce que le chauffage est individuel, donc c'est à chaque copropriétaire de changer sa chaudière éventuellement. Par contre, si le chauffage est collectif, c'est quelque chose qui va de toute façon rentrer dans l'étude en fonction de l'état, de l'âge de la chaudière. Si vous êtes une chaudière, s'il y a une chaudière au fioul, effectivement, on va mettre un scénario avec changement de chaudière au gaz, au raccordement urbain, en fonction de ce qui est possible. Mais ce sera forcément pris en compte. Et il y aura un scénario avec le changement de chaudière ou pas. Dans certaines copropriétés, on voit que, par exemple, pas longtemps, j'étais dans une copropriété, ils ont changé la chaudière collective il y a 2 ans, mais ils partent quand même sur de la rénovation énergétique parce que le bâtiment est une vraie passoire et qu'il faut isoler thermiquement les murs, la toiture. Et dans l'étude thermique, on nous dit bien qu'en faisant ça, on arrive bien aux 35% de gains sans toucher cette fois au chauffage qui a déjà été changé il y a 2 ans. Il faut juste se rendre compte que ce que disait Clémence avant, c'est vraiment l'important d'avoir une réflexion le plus en amont possible, parce que si vous faites les démarches au coup par coup, vous avez changé une chaudière aujourd'hui qui est du coup fortement surdimensionnée, parce que dans quelques années après, vous allez faire de la rénovation énergétique plus globale, vous allez isoler les murs, la toiture, vous allez envelopper votre bâtiment et votre chaudière, elle sera un peu plus puissante que si vous aviez fait tout en même temps. Voilà. Mais le chauffage est pris en compte, vous inquiétez pas dans l'étude thermique. Tout est pris en compte en fait. Oui, tout est pris en compte. Je rebondis parce que oui, tout est pris en compte. Et on peut, comme tu disais, parce que tu parlais de chaudières, collectives. Or là, on était sur des chaudières individuelles, en fait, dans ton cas. C'est ça? Non, c'était une chaudière collective. Collective, d'accord. Sauf qu'elle était du coup surdimensionnée parce que une fois qu'on fait les travaux, on n'a plus besoin de cette puissance-là. Mais ce que je voulais dire, parce qu'on a un intervenant qui nous posait la question spécificité où le chauffage est individuel, en fait, pour moi, ça change pas grand-chose dans les faits, parce que de toute façon, la réflexion dans l'étude thermique, elle sera prise en compte, que ce soit individuelle ou collective. Tout à fait. Et on voit des projets passer avec justement ce chauffage individuel. Tout à fait. Ah oui, c'est pas quelque chose qui empêche, loin de là. Enfin, non, loin de là, complètement. Ouais. C'est une possibilité, pareil. Ouais. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Juste davantage sur le site pourriez-vous nous guider davantage sur le site de l'ADIL pour retrouver les informations? Alors là, comme ça, je ne l'ai pas. Je vais essayer d'aller dessus tout de suite. Alors, il y a les différentes documentations, les questions. Donc ça, c'est si vous cherchez quelque chose spécifiquement. Donc, vous pouvez avoir accès notamment à donc une question. Votre question concerne, vous êtes propriétaire, copropriété, et là, on voit tous les dossiers qui sont possibles. On a aussi amélioration, bailleur, difficulté de remboursement, etc. En fait, normalement, c'est fait pour que ce soit assez... on se retrouve assez bien parce qu'il y a beaucoup d'éléments sur les sites des ADIL, faut le dire. Et du coup, normalement, c'est assez didactique qu'on arrive à retrouver. Donc là, ici, on peut trouver sur la copropriété dès lors qu'on rentre sur votre question et choisissez votre profil, propriétaire, copro, etc. Voilà. Et après, sinon, n'hésitez pas à contacter votre ADIL.
je crois qu'on a fait le tour. Hein. Du coup, on vous remercie très fortement pour votre attention, pour l'intérêt que vous avez porté à notre présentation et on espère que nous avons pu vous apporter des réponses à vos questions. Sachez que pour ceux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui à l'un de nos sujets, sachez que vous pourrez retrouver dès la fin de la semaine les replays sur la chaîne YouTube de l'ANIL ou sur son site à la rubrique Actualité. Surtout, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'une information en matière de logement, ayez le réflexe ADIL. En effet, on est plus de 600 juristes répartis sur notre territoire, métropole et outre-mer, et qui vous attendent pour vous renseigner en toute neutralité et gratuitement en matière de copropriété, mais également sur tous les sujets juridiques en lien avec le logement et l'habitat. Donc, pour trouver les coordonnées, comme on l'a dit, c'est www.anil.org. Si vous ne connaissez pas votre ADIL, sinon n'hésitez pas à aller sur les sites de vos ADIL. Et si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, n'hésitez pas à contacter directement par téléphone ou par mail pour poser vos questions à un conseiller qui vous répondra dans les meilleurs délais. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre écoute et puis en espérant, comme le disait Jessica, avoir pu répondre à vos questions. Une très bonne après-midi à vous. Merci à tous. Au revoir.